Bonsoir Patrick Lugman. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de la famille Sandler, la famille qui a perdu un père et 2 enfants dans la tuerie de Mohamed Merah à l'école Tzaratora à Toulouse, rebaptisée Oratora aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que s'est tenue cette cérémonie très émouvante, donc en présence du président François Hollande et aussi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans quel état sont les familles? Est-ce que cette cérémonie, elle représentait quelque chose d'important pour elle aujourd'hui? Je crois que c'est quelque chose de très important pour des gens qui ont perdu ce qu'ils avaient de plus cher, d'entendre que la société, que la nation française est à leur écoute et se recueille auprès d'eux. Et que ce crime ait eu un écho au-delà de la France, et notamment en Israël. Parce que je rappelle que Mohamed Merah, dans l'ordre de ses détestations, il y avait la France, il y avait l'armée, il y avait les Juifs et il y avait Israël. Et qu'à l'endroit de son crime se recueille le président de la République et le Premier ministre israélien, j'y vois une forme de justice. Alors on va écouter tout de suite 2 extraits. D'abord du directeur de l'école, Monsieur Monsonego, et puis d'Eva Sandler, la mère donc des enfants et l'épouse de Jonathan Sandler qui est mort donc sous les balles de Mohamed Merah. C'était cet après-midi. J'ai lâché la main de petite Myriam. Et que 2 minutes plus tard, elle était exécutée, froidement, simplement parce qu'elle était juive. L'épreuve peut et doit être utilisée comme un support pour avancer et construire. Voilà, Eva Sandler dit aussi qu'est-ce qu'ils attendent de moi, ce que j'aime, pas d'être une victime et pas de me poser en victime. Ils ont un regard malgré tout sur l'avenir, malgré cette souffrance. Oui, je crois qu'il y a là-dessus, quelque chose de très fort qui est peut-être issu de la tradition juive, quelque chose qui dit la vie doit toujours prévaloir. Eva Sandler est toujours maman, et je crois qu'il y a cette obligation morale de continuer, et aussi de continuer à se battre. Je crois que c'est une manière éthique de se poser par rapport à un drame. Au moment où d'ailleurs la société française, on dit beaucoup qu'on se victimise, que tout le monde cherche la posture victimaire. Je trouve remarquable que des gens qui ont perdu, encore une fois, les êtres les plus chers, se tiennent debout, restent debout et veulent combattre, avant tout pour ceux qui restent et qui leur sont... Ce qui était aussi important aujourd'hui, c'est que l'hommage était aussi rendu aux victimes non juives. Et le président Hollande, et le président de la communauté de Toulouse, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'ont dit et redit. Et ça, c'est aussi très important. C'est très important. Vous savez, le président de la République est le garant de l'unité nationale. Mohamed Merah, finalement, dans sa folie criminelle, a attenté à différents symboles. Mais finalement, il y a dans le terrorisme quelque chose que l'on veut tuer, qui le vivent ensemble. On veut tuer le symbole de la nation, l'armée. On veut tuer des enfants parce qu'ils ont une confession. Je crois qu'il faut cesser d'opposer les victimes, bien qu'on doit toujours singulariser les motifs, les circonstances, mais il faut cesser d'opposer. Il y a une question, le crime nous rassemble et doit nous rassembler, y compris en tant que citoyens, y compris dans l'œuvre de justice et y compris dans l'hommage. Et je crois qu'il n'y a pas des juifs d'un côté et des parachutistes de l'autre. Il y a bien des gens frappés par l'action criminelle. Des Français frappés, des Franco-Israéliens et des Français frappés par ce terroriste. Quelles leçons ont été tirées selon vous de cette affaire aujourd'hui? Écoutez, déjà, beaucoup de leçons ont été tirées. Une des leçons principales, c'est que pour la première fois, nous avons vu, un regard sur l'action des services de renseignement quasiment immédiat, quasiment instantané à l'action judiciaire. Nous voudrions aujourd'hui qu'il aille plus loin. Nous voudrions qu'une commission d'enquête soit créée à la suite des dernières révélations que nous avons eues. Une commission d'enquête parlementaire. Tout à fait. Vous voulez dire qu'on puisse auditionner des membres de la DCRI, de la DGSE. C'est le rôle du Parlement, c'est la mission du Parlement, c'est les prérogatives du Parlement d'enquêter sur les services de sécurité, de renseignement de notre pays. C'est la seule instance, c'est le seul lieu où on peut le faire. Alors justement là-dessus, il y a eu déjà des réponses. C'est celle de Manuel Valls ou celle de Claude Guéant, on va les écouter. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, François Hollande a dit, et il a admis des failles dans l'enquête. On va l'écouter. Le drame de Toulouse a révélé certaines failles dans l'organisation de notre renseignement.
et toute la lumière sur ce qui s'est passé sera faite. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il y a eu des failles parce que une note des services locaux de renseignement indiquait que M. Merat vivait de façon cloîtrée, avait donné des signes de grande méfiance. Bon, c'est pas sur un fondement comme celui-là qu'on peut interpeller comme quelqu'un, ni même saisir la justice. Il n'y a pas eu de défaillance objective dans le recueil du renseignement et dans le recueil d'éléments de dangerosité. Voilà, vous avez donc la réponse de Claude Guéant. On reviendra sur la commission d'enquête parlementaire ensuite, mais sur l'enquête. Il dit qu'il n'y a pas eu de défaillance dans le recueil du renseignement. Je regrette particulièrement les propos de M. Guéant. Parce que je crois, voyez-vous, on sait très bien que ce n'est pas M. Guéant qui, quotidiennement, supervisait la DCRI et l'action qui était menée. C'était Bernard Squarcini. Tout à fait. Mais je trouve qu'un ancien ministre de l'Intérieur, sous l'égide duquel la DCRI était placée, alors qu'il y a défaillance objective, alors que nous avons la DCRI Toulouse qui nous explique que Merat était dangereux, qu'il fallait judiciariser, qu'on ne les a pas laissés faire, qu'on leur a ordonné d'arrêter la surveillance, et que finalement, c'est cela qui a permis, à l'école aux Aratora d'être frappée. Parce que c'est ça la réalité. Eh bien, je trouve que Claude Guéant aurait dû reconnaître et ça aurait été son honneur de dire que peut-être effectivement que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû l'être. C'est tout ce qu'on lui demande. Il n'est pas responsable, et je veux le dire ici très clairement. Mais il y a trop de zones d'ombre, trop de contradictions, et maintenant, je pense que le Parlement doit se saisir de cela, doit entendre tous les responsables, se faire communiquer tous les documents, et ce n'est pas le dossier judiciaire. Précisément. Alors justement, voilà pourquoi. Parce que donc comme l'avocate aussi des autres victimes, hein, et notamment du soldat Ibn Ziaten, l'avocate Samia Maktouf aussi demande comme vous une commission parlementaire. Et en fait, le ministre de l'Intérieur a déjà répondu. Il a dit on ne peut pas intervenir au Parlement tant qu'il y a une procédure judiciaire. Et de la même façon, le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, a dit de la même façon, ça n'est pas possible. Rutel Krief, ça tombe bien, j'ai fait quelques années de droit. Précisément, pourquoi nous demandons une commission d'enquête parlementaire? Parce que nous pensons que ce n'est pas du ressort des juges d'instruction qui enquêtent sur la complicité d'assassinats et d'actes de terrorisme de faire la pleine lumière sur la DCRI. Nous estimons, d'ailleurs les magistrats aussi estiment, qu'ils ont été au plus loin qu'ils pouvaient sur la compréhension de l'action de la DCRI dans cette affaire. Ils n'ont pas vocation, parce que la DCRI n'est pas, quoi qu'on en pense, et malgré le dysfonctionnement avéré qu'il y a eu, n'est pas complice de M. Merat. Les juges d'instruction n'ont pas vocation à déférer les responsables devant une cour d'assises. C'est pour ça qu'il y a bien deux pans distincts de responsabilité, et ce n'est pas du ressort de l'autorité judiciaire, mais du ressort du Parlement de contrôler l'action des services de renseignement. Pour vous, il y a une affaire judiciaire et il y a une affaire politique. Et il y a une affaire politique, administrative, où la responsabilité de l'État, à terme, pourrait être engagée. Et pourquoi pas la responsabilité pénale de certaines personnes si elle est établie. Mais nous n'en savons rien. Et je ne crois pas que ce soit l'information judiciaire actuellement conduite contre M. Abdelkader Merat qui a vocation à faire la lumière sur cela. C'est le frère de Mohamed Merat qui est aujourd'hui. Il y a bien deux pans bien distincts et je crois que notre premier intérêt est de bien les distinguer. Je ne dis pas que l'un est plus grave ou moins grave que l'autre. Il y a eu incompétence d'un côté, il y a eu action criminelle de l'autre. Je ne confonds pas les deux. Et les familles des victimes souhaitent cette commission d'enquête parlementaire. Elles sont très attachées à cette recherche de la vérité. Elles ont un doute, elles ont l'impression... Oui, c'est vrai qu'il y a des questions. On se demande si Mohamed Merat était un indique. C'est ce qui a circulé à un moment donné. C'est une question latente. Quelle est la place des parties civiles? Eh bien, moi, je vous dis que la famille des victimes ont un seul droit fondamental dans tout cela. Savoir, comprendre. C'est le seul droit fondamental que personne ne peut leur enlever. Si il y a une commission d'enquête parlementaire qui est la seule à même de faire la lumière sur ce qui s'est passé et de savoir comment des services de renseignement qui avaient toutes les informations sur M. Merat n'ont pas agi à temps pour l'empêcher de frapper, je crois que c'est leur droit de savoir ce qui s'est passé. Et qu'il n'y ait plus de zone d'ombre. Et qu'on n'aille pas dans un procès criminel avec des fantasmes, avec des contradictions, avec des accusations laissées en l'air. Que toute la lumière soit faite, et d'ailleurs que ça ne permette pas à M. Merat ou à sa famille de dire qu'il a été instrumentalisé par un service de renseignement ou un autre. Que ça aussi, que le doute soit levé là-dessus aussi. Et vous avez l'impression que le gouvernement ou que le président de l'Assemblée nationale, il serait hostile? Nous avons le sentiment que peut-être la clarté n'a pas encore été faite sur la disjonction complète que nous entendons entre l'information judiciaire conduite par des magistrats instructeurs au pôle antiterroriste et la nécessaire
information et enquête sur l'action des services de renseignement. Et sur l'enquête judiciaire à proprement parler, est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a des choses sur le réseau, sur les liens entre les deux frères, sur la préparation de l'attentat? Les seules choses que je peux vous dire, c'est que nous avons parmi les meilleurs magistrats instructeurs qui sont sur cette affaire, qui font un travail remarquable. Et le plus grand hommage que je puis leur rendre, c'est de ne pas dévoiler ici le travail qu'ils sont en train d'accomplir. Et vous avez le sentiment qu'on avance là-dessus? J'ai le sentiment qu'on avance là-dessus et j'ai le sentiment qu'on est au tout début. Au tout début. Et je pense que M. Abdelkader Merah a de très bonnes raisons d'être mis en examen dans cette affaire. Je pense, ça c'est une intuition personnelle, qu'il ne devrait pas être seul et qu'il devrait être rejoint par d'autres mises en examen. Voilà. Qui serait de Toulouse? Qui serait de Toulouse, dans cet environnement-là. On pourrait trouver un réseau autour de Mohamed Merah. On pourrait. Moi, je ne crois pas. Je crois que M. Squarcini est le seul à croire à l'hypothèse du loup solitaire, ce qui m'a fait dire qu'il était finalement le dernier loup solitaire dans cette affaire. Je ne crois pas que Mohamed Merah ait agi seul. Je ne crois pas qu'il ait pu agir seul. Et je crois qu'il a été fortement aidé, idéologisé, financé, équipé et caché, probablement, à certains moments. Donc, je crois qu'effectivement, il y a des complicités qui doivent être mises au jour. Et on n'aurait pas envie que les services de renseignement s'expliquent devant le Parlement? C'est cela qui pourrait bloquer? Non, je crois qu'il n'y a pas de personne. Je ne crois pas qu'il y ait de volonté de blocage. D'ailleurs, Manuel Valls a quand même fait faire une enquête par l'IGPN extrêmement rapide et complète, dont il a donné un rapport, je dirais, l'Inspection générale de la police nationale. Le plus public possible. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de volonté d'étouffement de la part du pouvoir politique actuel. Je veux le dire aussi très clairement. Mais je pense que nous devons progresser, que cette commission d'enquête parlementaire doit être mise en place le plus rapidement possible. Revenons sur les déclarations de François Hollande aujourd'hui, très fermes, très claires. Alors sur l'enquête, il y a des failles, la lumière sera faite. Mais globalement, sur la sécurité de la communauté juive, est-ce que cela, vous étiez présidente de l'Union des étudiants juifs de France il y a quelques années déjà, est-ce que cela peut contribuer à rassurer les juifs de France qui peut-être ont vécu cette campagne électorale comme la campagne de tous les dangers? Oui, bah, c'est sûr que cet événement, de se retrouver comme une cible potentielle, c'est quelque chose auquel on ne peut pas être préparé, qu'on ne peut pas admettre. On ne peut pas vivre tranquillement dans son pays, aller accompagner ses enfants à l'école, aller au supermarché, puisqu'un supermarché a été frappé, en disant qu'on court un risque d'être frappé par un assassin, un fou. Donc oui, vivre comme des cibles potentielles, c'est quelque chose qui inquiète. Et moi, je vois aujourd'hui un sentiment d'inquiétude dans la communauté juive que je n'ai jamais connu auparavant. Et vous faites allusion à une fonction passée que j'ai eue. Moi, j'avais découvert ce qu'on appelait les antifeuges, c'est-à-dire des gamins qui étaient antisémites sans le savoir vraiment, qui le niaient d'ailleurs. Je ne suis pas antisémite, mais j'aime pas les feuges. C'est ce qu'on disait à l'époque de gens qui avaient mon âge, il y a une dizaine d'années. Je vois qu'aujourd'hui, on passe de ce sentiment un peu diffus à des actions revendiquées, des actions violentes, qui parfois prennent un tour de terrorisme, pardon de le dire. Et on voit que des gens qui s'amusaient jusqu'à présent à inonder le réseau Internet d'insultes antisémites, aujourd'hui veulent passer à l'action. C'est le cas du réseau de Sarcelles. Des gens qui étaient connus comme auteurs de propos racistes sur Internet, de propagande, de vidéos. Et on voit qu'à un moment donné, ils basculent. C'est le réseau de Sydney. Tout à fait. Donc on est forcément face à quelque chose qui nous désarçonne. Et le plus étonnant dans cette affaire, Mohamed Merah est un assassin, un terroriste. Et de voir que dans certains coins reculés de notre société, il est un héros, ça je crois qu'on n'a pas encore le logiciel pour appréhender ce problème-là. Qu'une personne qui puisse faire le pire, entrer dans une école, tuer des enfants, tuer à bout portant la petite Myriam, tuer des soldats aussi. Tuer des soldats, excusez-moi, Ruth Elkrief, faut un sang-froid pour tuer des enfants à bout portant qui est plus important que de tuer un soldat, dans un profil d'assassin. Eh bien, que cet homme puisse être adulé, vécu, comme l'a dit Madame Ibn Ziaten, comme un prince de l'islam par certains, est quelque chose qui nous désarçonne parce que c'est un renversement de nos valeurs. Voilà. Donc moi, je crois à l'éducation. Je crois à l'éducation et je ne crois finalement qu'à l'éducation. Mais il faut là-dessus être massif et très engagé. Merci beaucoup, Patrick Luyman, d'être venu.